Salut, c'est Mugen et vous écoutez Brico Plus. Non, pas une émission où je vous parle de comment je remets en état tout plein de petites choses dans ma maison. Oui, c'est à cause de ce déménagement que je suis beaucoup moins dispo sur YouTube et pour les podcasts, mais Brico Plus, parce que ce podcast est fait d'une façon, décousue. Bref, vous savez, j'adore les films Marvel et malheureusement il ne peut pas y avoir que des films Avengers. Parfois vous avez les héros, individuellement, dans leurs films, vivant leurs propres aventures. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce numéro. Non, pas un numéro sur les super-héros. Parce qu'aujourd'hui on est le 14 juin et l'été pointe le bout de son nez dans une semaine tout pile. Donc on a décidé de vous emmener avec nous pour les jeux estivaux qui nous font sentir en vacances. Parce que les vacances, c'est cool. Pour commencer, je vais d'abord laisser le micro à HKR pour qu'il nous parle de son jeu. HKR, à toi de jouer. Bonjour à vous amis nostalgiques, c'est HKR et merci Mugen de me passer la main. Ce soir, j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour savoir de quel jeu j'allais vous parler. Parce que moi, quand on parle de jeux estivales qui font penser à l'été, qui sont toujours appréciables à jouer à l'été, j'ai un nom qui m'est venu tout de suite, un nom que j'avais lancé d'ailleurs avant même qu'on évoque le thème de ce podcast. Il s'agit de Wave Race 64. Donc Wave Race 64 pour les plus jeunes ou pour les allergiques à cette machine, c'est un jeu de course qui est un jeu de jet ski. Donc c'était une spécificité à l'époque, puisque utiliser recréer de l'eau dans les jeux vidéo, ça a toujours été casse-gueule. Donc les développeurs s'en sont toujours tenus un petit peu loin. Et là, il se trouve que sur cette Nintendo 64, l'équipe EAD, donc le principal studio interne de Nintendo à l'époque de la Nintendo 64, a décidé de prendre le sujet et de nous pondre un jeu de jet ski. Quelques petits chiffres rapides, le jeu est sorti au Japon le 27 septembre 1996, quelques mois seulement après le lancement de la Nintendo 64. Comme j'ai dit, c'était beaucoup teasé en avance de phase avant la sortie. Je pense qu'ils ont eu un petit peu de retard, mais en tout cas, c'est pas un jeu du line-up, mais c'est un jeu qui arrivait assez vite. En Amérique du Nord, il est sorti en novembre 96 et en Europe en avril 97. À sa production, on retrouve bien évidemment Shigeru Miyamoto, qui était finalement derrière tous les gros projets de Nintendo à cette époque. Et surtout, le projet est dirigé par Shinya Takahashi, qui va devenir plus tard un des principaux responsables de Nintendo. Pour la petite anecdote, le jeu, c'était pas prévu pour être un jeu. C'était une démo technique qui a été expérimentée par l'équipe, dans le sens où, comme j'ai dit, modéliser l'eau, c'était très casse-gueule à l'époque. Et ils se sont dit, nous, sur la N64, on va être capable de faire de l'eau qui est réaliste. Et rien que ça va en foutre plein la vue et ils vont voir ce que la Nintendo 64 a dans le ventre. Donc du coup, ils ont travaillé dessus. Et puis présenter ça à Miyamoto, qui était le big boss à ce moment-là, même s'il l'est toujours un peu aujourd'hui. Et du coup, ils ont dit, plutôt cool, ça peut être sympa, faites-moi un jeu. Et du coup, c'est là qu'est né donc Wave Race 64. Le jeu aujourd'hui est un petit peu oublié, mais il a fait une très grosse impression à l'époque. C'était un des classiques de la machine. Le côté vente d'ailleurs, j'ai trouvé comme chiffre 2,9 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, avant de rentrer dans la description du jeu, j'ai des collègues qui ont voulu en parler, alors je vais tout de suite donner la main à Brad qui va vous donner son avis sur le jeu avant de revenir un petit peu plus en détail sur ce Wave Race 64. À toi Brad. Ah, ce Wave Race 64, que des bons souvenirs sur ce jeu. Déjà, moi de mon côté, ça commence par une baffe technique. Clairement, je passe au niveau console de salon de la Super Nintendo à la 64. Forcément, quand tu te retrouves avec des jeux en 3D de course, forcément, moi j'avais eu ma première baffe avec Mario Kart 64. Mais là, Wave Race, pour moi, c'est encore largement au-dessus. De mémoire, dans un jeu comme ça de course, c'est la première fois où je vois une physique de l'eau, des vagues. C'est le premier truc qui m'a complètement retourné le cerveau. C'est même aujourd'hui encore, je trouve ça vraiment hyper crédible, hyper bien fait. Et en fait, c'est un élément technique, visuel, certes, mais en fait, qui vient nous apporter énormément de subtilité de gameplay, quoi.
Donc là, on est dans une époque où moi, j'aime déjà tout ce qui est jeu de bagnole ou de course. Et du coup, là, ce Wave Race, c'est juste du plaisir parce que certes, on n'a pas beaucoup de pilotes, on n'a pas non plus une quantité de circuits délirantes, mais en fait, c'est vraiment, 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 vraiment génial, quoi. Donc, je pense que HKR vous a dressé pas mal de petits détails sur cet épisode. Moi, c'est que du bon souvenir, que franchement du plaisir, hyper agréable, hyper sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est plus compliqué que les jeux classiques entre guillemets de course. Je sais pas, prenez par exemple un jeu de motocross genre Excite Bike par exemple pour rester dans le Nintendo. Les circuits changent pas en fait dans l'absolu. Alors qu'ici, certes, les circuits restent les mêmes entre les bouées, mais on a la physique des vagues en fait qui vient réellement modifier la manière avec laquelle en fait on appréhende nos virages, nos accélérations, la prise de vitesse. Donc on est sur quelque chose où il faut complètement s'adapter et le deuxième tour ne ressemble pas au premier, quoi. Donc c'est vraiment super super bon jeu et c'est une série en fait que je regrette de ne plus voir réellement parce que j'ai le souvenir en fait en repensant au 64, je l'avais complètement oublié, j'ai joué pas mal aussi à celui sur Game Boy, alors je me souviens pas si je l'avais acheté ou si on me l'avait prêté, mais en vue du dessus, extrêmement simple. Bon, pour le coup c'est un petit peu rude maintenant, mais à l'époque je m'y amusais pas mal et je m'étais repris une deuxième claque pour le coup, moins dans le côté gameplay parce que j'ai préféré celui de 64, mais avec le Wave Race Blue Storm de GameCube qui était complètement dingue sur sa réalisation technique, quoi. Donc on est vraiment dans la vibe des jeux typiques de glisse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des jeux de jet ski, des jeux de snowboard, des jeux de skate, tous les trucs en fait qui aujourd'hui ont quasiment disparu. Donc c'est un très bon souvenir d'une époque et un excellent jeu que je vous conseille de faire, soit sur le Nintendo Online, même si je crois qu'il n'y a plus la sponsor de Kawasaki dedans. Et sinon, en émulation, c'est un jeu parfait à découvrir ou à refaire si vous l'avez connu à l'époque. Eh bien, je te remercie, Brad. Merci pour ton partage. On va aller un petit peu plus dans le détail maintenant du jeu. Et vous allez vite comprendre pourquoi c'est un jeu parfait pour l'été pour moi. Je vous l'ai dit, on est sur un jeu de course. Jeu de course qui paraît très simple dans son format, dans le sens où le jeu va être articulé autour de 3 championnats. Facile, alors ça doit être normal, difficile et expert de mémoire, les intitulés, qui vont enchaîner différents circuits qui sont au nombre de 9, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. Dolphin Park, qui est la zone d'entraînement qu'on ne retrouve pas en championnat, il me semble. Sunny Beach, Sunset Bay, Drake Lake, Marine Fortress, Port Blue, Twilight City, Glacier Coast et Thousand Island. Donc plutôt 8 circuits, plus Dolphin Park, qui est la petite zone d'entraînement. Et on a le choix entre 4 pilotes. Donc on a Ryota Ayami, qui est le personnage équilibré que tout le monde prend. Dave Mariner, qui lui est très rapide mais très difficile à manier. Ayumi Stewart, qui est très maniable, très accessible pour les débutants, mais donc avec une vitesse de pointe plus faible. Et Miles Jeter, qui est un petit peu le compromis, qui lui peut avoir une bonne maniabilité, qui va être plus technique et qui va être plus utilisé pour les figures, mais on y reviendra un peu plus tard. Puisque le cœur du jeu aujourd'hui de ce Wave Race, c'est vraiment un jeu de course. Donc, vu de loin comme ça semble assez peu. Et effectivement, on va pas se le cacher, par rapport aux standards modernes, ça fait pas beaucoup de courses. Mais il a quand même des arguments à faire valoir. La première chose, et c'est ce qui immédiatement a bluffé Miyamoto et bluffé tous ceux qui l'ont connu à l'époque, c'est la physique de l'eau. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper impressionnant, dans le sens où on va rarement être sur de l'eau plate. C'est-à-dire qu'on a certaines courses, typiquement dans un lac, où oui, là, ça va être extrêmement calme, mais dans la majorité des cas, la mer est en mouvement. Et la mer est en mouvement de petites vagues légères à de très grosses vagues, suivant le temps, suivant s'il y a du vent, ou si on est au contraire sur un grand soleil et la mer calme.
Et ces vagues vont complètement modifier le comportement du jet ski et surtout intégrer une autre dimension dans un jeu de course qu'on retrouve finalement peu même aujourd'hui. Il faut anticiper les rebonds, puisque quand on saute trop, on perd du temps sur de la course. On risque surtout de rater des bouées, puisque le principe, c'est qu'au-delà de faire la course, on va avoir des bouées jaunes et des bouées rouges, avec les jaunes où il faut passer à gauche et les rouges à droite. Et quand on a passé après 5 bouées, je crois, on obtient notre vitesse de pointe maximum. Si on rate une bouée, on revient au niveau 1 et on progresse petit à petit dans notre vitesse. Et surtout, si on rate 3 bouées, on est disqualifié. Donc cette partie vague est extrêmement intéressante, puisque comme j'ai dit, on anticipe les rebonds, on gère ses sauts, on va ajuster l'angle d'atterrissage, puisque ça peut être l'occasion justement de se poser avec le jet ski en travers déjà pour anticiper le virage à venir, si c'est un virage serré. Et puis on utilise les vagues des adversaires dans la course, qui permet effectivement, puisque le jet ski en avançant sur l'eau va lui faire des vagues, ce qui va nous permettre aussi de faire des rebonds, qui va nous permettre potentiellement d'entrer en contact avec l'adversaire et de le faire tomber. Bref, 2 tours d'un même circuit ne se ressemblent pas. Ça apporte une vraie variété, et de la même façon, entre le même circuit par gros temps ou par temps calme, c'est pas du tout les mêmes sensations. Et même si on n'a que 8 courses, toutes ces variations apportent vraiment l'impression d'avoir plus de circuits. Assez étonnamment, pour l'avoir rejoué là il y a moins de 15 jours, cette sensation reste extrêmement moderne, puisque même s'il a lancé une petite mode, finalement assez peu de jeux ont essayé de s'aventurer sur ce terrain-là, et surtout n'ont réussi à reproduire aussi bien le comportement de l'eau. Donc on est vraiment sur un jeu qui a une physique qui est révolutionnaire à l'époque, qui est une vraie prouesse technique, avec une prise en main qui est extrêmement simple, puisqu'on a un bouton accéléré, on a un bouton freiné, et après c'est le joystick qui est utilisé pour la maniabilité, mais qui est très technique, puisqu'il y a cette maîtrise, on va dire, de l'eau à intégrer. Une très bonne sensation de vitesse, ça c'est très très cool. Puis une ambiance sonore très estivale, vraiment très chouette, soleil, plage, les mers turquoises, les musiques avec une OST qui est vraiment très 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 cool, vraiment que moi j'adore, qui me fout la banane. Des graphismes très réussis, qui montraient vraiment les capacités de la N64. Même si malgré le jeu a effectivement peu de circuits, un contenu qui est quand même très limité par rapport au standard actuel. Assez peu de modes annexes, notamment la partie figure qui est quand même sous-exploitée, puisque on va retrouver régulièrement des tremplins et il sera possible de faire des figures. Alors on peut faire des saltos, on peut faire une espèce de vrille, même quand on roule en surface plane, on avance en surface plane, on peut faire des petites figures à notre pilote qui va se mettre debout sur son jet ski, qui va se mettre les pieds en l'air sur les mains, des petites choses comme ça, et qui servent malheureusement à peu de choses, si ce n'est à risquer de se casser la gueule quand on est en train de faire des courses. Et puis la difficulté est quand même assez exigeante, c'est-à-dire que si le niveau normal on le maîtrise assez vite, le difficile c'est un peu plus de challenge, et l'expert il va falloir quand même s'accrocher, quoi. Après cet aperçu un peu plus global, je vais de nouveau passer la main à un de mes confrères. Cette fois, ce sera Ace qui va vous dire ce qu'il pense de ce Wave Race 64. Allez Ace, je te passe la main. Et merci HKR de me laisser la main pour parler de Wave Race sur Nintendo 64. Ce qui est un petit peu étonnant parce que je suis pas vraiment un enfant de la N64. Moi, j'ai commencé à faire du gaming plutôt à l'ère 128, donc après notamment la GameCube. Et en fait, je trouve Wave Race 64 vraiment pas mal, dans le sens où il y a vraiment des sensations de vagues et la simulation de l'eau que je trouve vraiment intéressant dans le premier Wave Race. Et surtout quand tu le compares avec la suite, Wave Race Blue Storm, qui était sorti sur GameCube, qui est une baffe technique au niveau des visuels, qui est vraiment un jeu sublime. Mais la différence entre Wave Race 64 et le Blue Storm, c'est le gameplay. Et je trouve que le gameplay de Wave Race 64 beaucoup plus fun que le Blue Storm, qui est, je trouve, vraiment injouable quand tu compares les deux. Le Wave Race sur N64, c'est un jeu qui est jouable, avec un système qui est vraiment bien. Graphiquement, ça tient encore la route. Le framerate est un petit peu low, mais au moins c'est stable, c'est du 20 frames par seconde stable. Donc on va dire que pour un jeu N64, c'est la norme. Même si c'est pas le jeu le plus rapide, on n'est pas sur un F0X, qu'on soit complètement d'accord.
Mais en fait, je trouve que pour quelqu'un qui a grandi avec la GameCube, ils ont réussi dès la N64 à faire une simulation d'eau qui était vraiment qui était vraiment prometteuse et vraiment bien faite pour une console des années 90. Et ça, on peut pas lui en reprocher, et ça reste un classique de la N64 très clairement. Voilà, j'avais pas grand chose à dire, je voulais juste intervenir pour dire ça sur Wave Race, et surtout pour dire que oui, il y a bien un jeu N64 qui est meilleur qu'un jeu GameCube. Ça me fait mal de le dire, mais voilà, il faut le dire. Donc voilà, je te relaisse la main à HKR pour cette petite parenthèse sur Wave Race 64, qui est franchement un des tout meilleurs de la N64, on va se le dire, voilà. Eh bien, merci à toi, Ace. Voilà, donc je pense que déjà vous avez une bonne aperçu de ce Wave Race 64 si vous le connaissez pas. Mais au-delà de cette présentation vraiment technique du jeu, il faut vraiment essayer de le remettre à l'époque de sa sortie, parce que ceux qui ne l'ont pas connu sur la N64, comme malheureusement beaucoup de jeux N64, mais celui-là encore plus, on comprend pas vraiment l'impact qu'il a eu. Puisque, comme je l'ai dit, l'eau, ça a toujours été un truc moche et casse-gueule dans les jeux vidéo. Et retrouver une eau aussi crédible dans un jeu, là, c'était vraiment inédit, quoi. On est à une époque où l'industrie découvre la 3D, t'as plein de développeurs qui tâtonnent, qui cherchent comment concevoir des environnements tridimensionnels, et là, t'as Nintendo qui dit « Bon, ok, allez, nous on s'attaque au plus difficile, l'eau, on va vous faire un truc qui claque, on va avoir des vagues dynamiques, des reflets, une sensation de navigation avec vraiment quelque chose de jamais vu, et qui aujourd'hui encore reste hyper crédible et une référence. » Donc, quelque chose d'assez fou, quoi. Donc, oubliez un petit peu justement le peu de contenu qu'on peut lui reprocher. Branchez la manette, mettez la cartouche et faites-vous plaisir sur un championnat. C'est un plaisir qui va être immédiat. Et les critiques s'y sont pas trompés, puisqu'il a vraiment eu de très bonnes notes. C'est devenu un titre emblématique de la N64. Et moi, le seul point que j'ai pu lui reprocher à l'époque, c'est qu'il n'était jouable qu'à 2 et pas à 4. Parce que ça aurait été vraiment cool de pouvoir jouer à 4 sur ce Wave Race 64. Voilà, pourquoi moi ce jeu, je considère qu'aujourd'hui c'est un jeu estival parfait, c'est parce que finalement, même 30 ans plus tard, aujourd'hui Wave Race 64, il a quelque chose d'unique. Déjà parce que son thème est extrêmement rare. Certes, il a lancé une petite mode avec des jeux qui ont suivi, donc je pense notamment, je crois, à un Splashdown que je dois avoir sur PS2, qui est pas fou. On a eu le Wave Race Blue Storm qui est arrivé après sur la GameCube. Mais ça n'a jamais eu la même saveur, il n'y a jamais eu la même fraîcheur que ce jeu-là. Soit parce que finalement c'était des productions moins réussies, soit parce qu'il y a quelque chose, je sais pas. Le Wave Race Blue Storm sur GameCube, même s'il est très bon, il lui manque quelque chose. Alors je pense qu'il est encore plus difficile, qui aide pas, c'est un petit peu le même effet que F-Zero GX. Mais voilà, c'est un jeu aujourd'hui qui reste intemporel parce qu'il marque une époque, parce qu'il n'a pas... on retrouve plus de jeux de jet ski aujourd'hui, même si ça pourrait être vraiment très très cool. Et puis, tout son univers évoque les vacances, les plages tropicales, le soleil éclatant, l'eau turquoise, la musique légère, c'est un jeu qui, quand on le lance, on a immédiatement une sensation de liberté. Voilà, on lance, on fait une course et en quelques secondes, on est en train de surfer sur les vagues, rebondir dessus et à s'éclater. Et puis, contrairement à beaucoup de jeux modernes, où on va se retrouver avec des menus, aller un peu paramétrer avant de se lancer, se taper un système de progression, des scénarios, Wave Race, c'est du fun à l'état pur. C'est extrêmement accessible. On lance le jeu, on joue, on ressent, on s'amuse. Et je pense que ça explique aussi encore pourquoi aujourd'hui, on est pas mal de joueurs à y revenir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si vous avez l'occasion de le faire. Si vous êtes un peu plus curieux, je vais vous évoquer quelques jeux qui ont suivi, notamment le Wave Race Blue Storm, j'en ai parlé. Le jeu va pousser encore plus loin les graphismes et le côté simulation de l'eau. Encore une fois, c'est une vraie claque technique sur l'eau, ce Wave Race Blue Storm. Techniquement, il est plus abouti, il n'y a pas à dire. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, qui fait que moi j'y adhère. J'y adhère moins, mais vraiment très très bon jeu. Je vous avais évoqué d'autres jeux, donc je me suis fait une petite liste. On retrouve le Splashdown sur PlayStation 2, il y a eu un Splashdown Rides Gone Wild, Jets X21,
On a aussi des jeux qui n'étaient pas forcément du jet ski, mais un petit peu de la course de bateau. Je pense à Hydro Thunder sur Dreamcast, qui sont finalement des petits jeux un peu dans le prolongement. Si vous avez déjà retourné Wave Race 64 dans tous les sens, donnez-leur une petite chance, on ne sait jamais. Ça vous fera une petite bouffée d'air estivale. Et malheureusement, après ces jeux, après cette époque GameCube PS2, le genre qui était arrivé avec la N64 a progressivement disparu. Voilà, je pense que malheureusement le public était relativement limité. Voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui reste assez niche, dans le sens où ça touche moins que... Je pense qu'il y a moins de passionnés de jet ski que de passionnés de bagnole. Donc dans la simulation de course, il vaut mieux aller vers de la course auto pour toucher du bon. Les coûts de développement, je pense que ça devait quand même pas être donné, puisque comme on l'a dit, arriver à animer de l'eau de manière crédible, mais il fallait être costaud, il fallait une sacrée équipe, il fallait avoir du temps, il fallait avoir de l'énergie. Et puis le marché a complètement évolué jusqu'à faire disparaître ce type de jeu, et c'est bien dommage. J'aimerais beaucoup que Nintendo se décide à relancer la série. Typiquement, il pourrait nous faire comme Star Fox, même un petit remake de ce Blue Storm. Ce serait agréable, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Voilà, écoutez, avant de conclure, moi ce que je veux vous dire, c'est que ce Wave Race 64, c'est bien plus qu'un simple jeu de jet ski. C'est vraiment un titre qui a marqué, qui a accompagné en fait le passage de Nintendo à l'ère de la 3D. Il a impressionné toute une génération grâce à sa technologie. On parle toujours des Mario 64, on parle toujours des Zelda Ocarina of Time, mais sur l'eau, Wave Race 64 a eu exactement le même impact. Ça reste aujourd'hui une des meilleures représentations de l'été dans le jeu vidéo. Franchement, juste lancer Dolphin Park et explorer tranquillement, faites quelques figures, écoutez la musique, et c'est bon quoi. Et puis voilà, et puis c'est vague, dynamique, son ambiance de vacances, son gameplay toujours agréable. Bref, c'est un jeu rare qui à la fois a une vraie dimension historique dans l'histoire du jeu vidéo, qui a été innovant et qui est encore aujourd'hui parfaitement jouable près de 30 ans après sa sortie. Dans le sens où je pense que c'est un des jeux N64 qui est le moins rude à lancer aujourd'hui pour ceux qui ne l'ont pas connu à l'époque. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de sortir le trident et de mettre le maillot de bain et lancer votre jet ski. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, je vais rendre la parole à Mugen. J'ai été un petit peu long, je m'en excuse, mais quand on aime, on ne compte pas. Du coup, je repasse la main à Mugen et on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres pastilles de ma part sur les jeux de mes collègues. Allez Mugen, à toi. Merci Ashker pour nous avoir fait partager tes souvenirs autour de Wave Race. Personnellement, j'ai pas vraiment connu le jeu sur 64. De toute façon, vous savez, moi et la 64, juste testé rapidement quand je fais des reviews de consoles portables d'émulation. J'avais en revanche beaucoup été bluffé par la version GameCube et le rendu de l'eau qui aujourd'hui je m'en rappelle toujours. Et quitte à avoir le micro, je vais vous parler, voire reparler d'un jeu qui sent bon les vacances. Ça se passe sur Mega Drive, forcément c'est pas une de mes consoles de cœur, mais ce jeu, c'est ma sœur qui l'avait, j'y ai pas mal joué, au point de l'avoir refait tout récemment, il y a 2 semaines à peine. Même si maintenant je le plie en moins d'1 heure, c'est toujours un jeu qui file la pêche et je parle bien entendu de Green Dog. Alors, Mega Drive oblige, je m'excuse pour les bruitages du jeu qui ne sont pas toujours agréables, voire stridents, mais le jeu lui est bourré de qualité. Commençons par le début, Green Dog, c'est quoi ? Green Dog, c'est un jeu de plateforme sorti en 92, le 7 octobre pour être précis. De son nom complet, Green Dog The Beached Surfer Dude, il a été aussi adapté sur Game Gear, Metal Gear, vous ferez vos propres choix. Développé par Interactive Design, il vous fait incarner Green Dog, un surfeur invétéré à la longue chevelure blonde. Son but dans la vie, c'est de surfer les plus grandes vagues. Peu importe le risque, il est là pour ça. Pour se déplacer entre les îles des Caraïbes, il possède bien entendu son pédicoptère, une sorte de monocycle avec une hélice. Le gars, il est critère 0 pollution. Il possède aussi un frisbee antique qui pourrait se révéler dangereux dans de mauvaises mains. Allez, trêve de l'or, le jeu commence lorsque la plus grande des vagues propulse notre héros sur le sable, au point qu'il ne se réveille que plusieurs heures plus tard. Affublé d'un pendentif aztèque autour du cou, une jeune femme en bikini l'informe de la malédiction qui la renferme. Tant qu'il l'aura autour du cou, tous les êtres vivants s'en prendront à lui. Oui, il faut bien justifier les ennemis de ce jeu de plateforme. De plus,
Il ne peut pas l'enlever tant qu'il ne récolte pas 6 pièces du trésor aztèque réparties sur les îles environnantes. Ah bah ça tombe bien. Et surtout, et c'est là le plus terrible, il ne peut plus surfer. Autant la faune et la flore qui veut lui péter la gueule, bah ça passe encore. Mais ne plus pouvoir surfer, jamais, au grand jamais, il n'acceptera un tel destin. Ni une ni deux, armé de son frisbee, il parcourt la première île, l'île Grenade, en direction du temple le plus proche. On retrouve donc notre héros et son frisbee qui doit se frayer un chemin sur un plan en 2D avec tout plein de couleurs. Le jeu est assez beau, hein. Il était souvent mis en avant dans les pubs Sega pour sa réalisation vraiment réussie. Comme je disais donc, hein, on avance de gauche à droite parmi un peu moins de 6 stages de 3 tableaux chacun. Vous aurez 2 tableaux généralement qui représentent le niveau où vous êtes, puis les ruines de l'île à traverser, et ensuite vous prendrez le pédicoptère pour vous rendre à l'île suivante. Comme je l'ai dit précédemment, tout être vivant voudra votre peau. Oiseaux, étoiles de mer, poissons, à vous de leur faire goûter votre frisbee pour les faire fuir. Et si par malheur vous vous faites toucher, bah votre barre de damage se remplira. Généralement, vous pouvez tanker 4, 5, 6 coups avant de perdre votre frisbee. Là, c'est la limite. Vous ne disposez plus que de quelques secondes pour le récupérer, tel le dernier anneau de Sonic. Hein. Tant que vous l'avez sur vous, il est possible d'encaisser un coup et d'avoir à nouveau quelques secondes pour récupérer le frisbee. Sinon, n'hésitez pas à taper dans les émeraudes du décor pour récupérer tout plein d'objets dignes de la meilleure malbouffe pour gonfler votre score, qui ne sert évidemment à rien. Mais surtout des précieuses canettes de soda qui vous permettront de récupérer de la santé. Le jeu est plutôt linéaire, voire paresseux en termes de level design sur ces tableaux classiques. Les temples aztèques, eux, proposent parfois 2 à 3 chemins pour arriver au boss, mais surtout des phases de skateboard ou de roller. Et là, ça va criser pour certains. Plusieurs dizaines de minutes de pratique sont nécessaires pour gérer la maniabilité, qui n'est clairement pas le point fort du jeu. Hein. Je vous le redis, on joue à Green Dog pour son ambiance feel good, hein, mais les phases à roulettes, j'ai mis du temps à m'en accommoder. Maintenant, je les trouve assez fun, hein, mais je comprends que ça puisse en rebuter certains. Cependant, ces phases ont le bon goût de casser la monotonie du déplacement pédestre, hein, où on déboîte la faune à coups de frisbee. Il y a aussi des environnements sous-marins, le métro, vous verrez du paysage. Hein. Quelques menus bonus et passages secrets sont répartis dans les niveaux. Une invincibilité, un timer pour figer les ennemis, un super frisbee à tête chercheuse et d'autres. La bande-son est entraînante et très raccord avec le jeu. C'est un vrai plus pour se mettre dans l'ambiance. Hein. En revanche, côté bruitage et mixage, avec tous les sons qui se superposent à la même hauteur, c'est vraiment pénible. Ça devient rapidement cacophonique, surtout lors des phases en pédicoptère où vous avez et les ennemis, et les bonus, et la musique. Ça devient compliqué. Pour en revenir rapidement à la réalisation graphique, le jeu est beau, très coloré, avec un sprite vraiment imposant à l'écran. Peut-être trop pour la lisibilité de l'environnement. Et il en ressort qu'on avance lentement pour pas se manger tous les pièges qui arrivent. Et les sauts sont assez lents et longs, une impression de jouer en apesanteur. Peut-être est-ce pour ça que la barre de vie de notre héros est si tolérante aux dégâts. Le jeu est malheureusement éclipsé par des productions bien mieux maîtrisées en termes de plateforme, ce qui l'a fait passer au second plan. Mais si vous désirez un jeu à la cool pour mettre un peu de soleil dans vos cœurs malgré le crachin normand, prenez 1 heure ou 2 pour jouer à Green Dog. Assurément pas le jeu de l'année, mais assez divertissant pour qu'on lui laisse sa chance. Allez, parce que j'aime bien les anecdotes. Rick Green, dont le surnom était d'ailleurs Green Dog, a créé ce personnage dans l'espoir d'en faire une marque. Il voulait décliner la licence Green Dog en produits dérivés. C'est pour cela que la première apparition de notre surfeur vient du jeu de plateau Surf Trip, sorti exclusivement aux USA il me semble, et en tout cas il est assez cher, hein, et même compliqué d'en trouver quelques photos sur internet. Le perso manque de charisme, c'est vrai, mais apparemment c'est un choix artistique. Je vais citer l'auteur du personnage, citation extraite du magazine Sega Vision de juin-juillet 93. Green Dog représente l'adolescent moyen, avec son style cool, mais aussi un peu maladroit. Contrairement à la plupart des héros qui sont soit violents, soit mignons, Green Dog peut jouer sur les 2 tableaux. Il n'est pas violent, mais il peut se défendre si on le cherche. Je le vois en fait comme un défenseur de la pop culture. Quoi que nos joueurs aient envie de faire, Green Dog peut le faire. On peut tout à fait imaginer Green Dog en train de faire du saut à l'élastique, des courses de moto tout-terrain ou même du jet ski. Voilà, bon, on verra surtout qu'il n'aura pas marqué les esprits parce que une fois le jeu sorti, il a proposé de vendre la marque Green Dog à Sega. Sega dit non merci. Bon allez, je vais laisser la parole à Pedro qui voulait intervenir sur ce jeu et il me semble avec un petit peu moins de sympathie pour ce blondinet que moi. À tout à l'heure. Merci Pascal. Bonjour et bonsoir, joyeux Noël et bel été, on s'en fout, on est sur internet. Ici Pedro, et maintenant c'est à mon tour de vous parler de ce jeu qui est Green Dog. Alors moi je l'ai pas connu avant de connaître Pascal et de participer à New Game Plus. Bah ouais,
Il est sorti sur Mega Drive, et vous le savez depuis maintenant assez longtemps si vous suivez nos épopées, la Mega Drive, chez moi, c'est souvent proche des sacs poubelles. Donc j'avais pas beaucoup de proba d'y jouer. Bref, passons. Green Dog, je l'ai découvert lors de notre premier épisode de la 2e saison de New Game Plus sur les Idle Gems, que je vous invite à écouter si vous l'avez pas déjà fait. Et suite à l'enregistrement, ça m'avait poussé à jouer à Lester the Unlikely. Mais si, vous savez, ce jeu sur Super Nintendo où on incarne un geek boutonneux qui se retrouve sur une île après avoir trop geeké et s'être endormi sur une palette dans un port. Truc à dormir debout, mais le style est très proche de Green Dog, puisque dans ce jeu, notre héros sera un peu lent, très penaud, et il devra traverser contre son gré des contrées assez hostiles. Bref, on revient à Green Dog, c'est pas le sujet. Vous avez déjà bien le jeu en tête maintenant grâce à mon compère Mugen, mais maintenant, moi je vais vous donner un peu mon point de vue. Il sera certainement très différent. J'ai pas trop accroché. En tout cas, pas les 2 premières sessions de jeu, j'ai très vite Alt F4 après quelques minutes. Il est pas très accueillant. Faut dire que graphiquement, c'est pas dingue, c'est hyper fade au niveau des couleurs, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus la Mega Drive en a vraiment dans le sac. Le level design est supra basique, généralement c'est des lignes droites, on a quand même le droit à des passages sous l'eau qui sont assez sympas avec un système de respiration à la Sonic, généralement et surtout les boss sont toujours les mêmes. Alors petit big up au Kleps qui vient nous piquer nos vivres quand on veut ramasser les bonus, c'est assez rigolo, j'ai trouvé ça original. Les musiques, c'est de la Mega Drive, pas de surprise. Bon voilà, après c'est pas dégueu non plus, ils ont fait des efforts, on est dans le thème, bon, mais c'est pas non plus inaudible comme certains jeux de la Mega Drive composés avec le FIAC. Le perso n'a pas beaucoup de coups non plus, bon après on peut tirer vers le haut, on tire devant, mais c'est tout ce qu'on peut faire à part sauter. Les bonus en revanche sont assez sympas, et puis j'ai trouvé les phases de skate super intéressantes et assez fun dans leur approche. Moi j'aime bien le jeu de sport, donc en même temps, voilà. Et bon, la partie pédalo, elle m'a bien fait rigoler, parce que Pascal nous l'a vanté un petit peu sur New Game Plus, et j'ai trouvé qu'elle servait strictement à que dalle. On peut juste spammer le saut pour tout éviter, et globalement, je vois pas trop à quoi ça sert. On ramasse juste des vivres avec des points pourris. Ouais, vraiment, je faisais que spammer et je passais la séquence. Je l'ai plié finalement en 1 heure environ. Le jeu, quand on le connaît, on le finit en 50 minutes. J'y reviendrai sûrement pas, malheureusement. Mais du coup, si vous avez aimé l'homologue sur SNES, Lester, je vous invite à essayer celui-ci, que j'ai trouvé plus plaisant que Lester the Unlikely, avec le recul malgré tout, et malgré tout ce que j'ai pu dire. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je suis pas venu vous parler d'un jeu Mega Drive. Là, je suis chaud. Et je suis là pour vous parler d'un jeu qui sent bon les vacances. J'en ai un bon pour vous. Fermez les yeux. Sauf si vous êtes au volant, et imaginez un instant. Vous êtes sur le sable chaud. Le bruit des vagues vous repose. Les mouettes passent au-dessus de vous en chantant. Le bruit des palmiers vous rassure. Vous êtes seul sur cette plage. Vos vêtements sont trempés. Vous êtes totalement affamé. Vous vous réveillez avec comme seul souvenir un bateau qui a pris l'eau. Vous êtes un rescapé. Oui, ça y est, la plupart l'auront sûrement deviné. Je vais vous parler d'un jeu bien connu de la DS, Lost in Blue. Alors, première chose à savoir avant de commencer, c'est que ce jeu fait suite à une série de jeux qui était déjà dans le même style, mais sur Game Boy, Survival Kid. Il y avait eu sur Game Boy 2 épisodes, et ça reprenait un peu les concepts que je vais vous illustrer après, comme quoi la recette n'avait pas vraiment changé, et qu'ici on a vraiment une suite spirituelle sur Nintendo DS. D'ailleurs, c'était aussi fait par Konami, donc c'est vraiment une suite à proprement parler de Survival Kid. Préparez-vous, car bien que le décor soit paradisiaque, ce jeu cache bien son jeu. Si Trauma Center Under the Knife était comme un film de boules qui passe par la porte arrière, c'est-à-dire que certains y prennent un peu de plaisir, mais ça fait quand même un peu mal, Lost in Blue, lui, joue plutôt dans la catégorie des snuff movies, puisqu'il s'agit ici d'un bon gros viol de votre personne. Non,
Non pas que le jeu soit mauvais ou raté, d'autant plus que dans l'idée c'est plaisant sur le papier, mais il faut avouer que les adeptes de ce jeu sont assez rares pour le souligner. Et je vais m'expliquer. En fait, dans ce jeu, vous incarnez un jeune homme échoué sur une plage d'une île perdue au milieu de l'océan. Chouette, un jeu à la Koh-Lanta. Parle pas trop vite mon petit Jean-Kevin, pas de Denis Brognard, mais un jeu de charognard. On va donc commencer l'aventure à devoir chercher un abri et à devoir survivre avec la bite et le couteau dans ce vaste environnement inconnu. On rencontrera vite une jeune demoiselle à moitié aveugle qu'il faudra prendre par la main pour qu'elle se déplace vu que notre penaud de héros aura bien pris soin de lui péter ses lunettes en marchant dessus. Quel gros boulet! On pourra ramasser divers consommables pour manger ou boire, ce qui est naturel dans un jeu de survie, mais on pourra utiliser aussi certains consommables pour créer des outils facilitant la réalisation d'un feu, permettant de piéger des animaux par exemple, ou simplement de les attraper. Notamment dans la mer, et pas la mer à Jean-Kevin. Nicolas. Dit comme ça donne très envie. Oui, le moi de 15 ans à l'époque a failli acheter ce jeu. C'était sans compter mon R4 qui m'empêchera de faire la bêtise. On aura à gérer un attribut et 3 besoins de notre personnage, et aussi ceux de Madame Boulet, puisqu'il faudra inlassablement surveiller et combler ses besoins pour la garder en vie sur cette île de la mort. Il faudra veiller à ne pas mourir de soif, c'est quand même la base de l'être humain vu qu'on est constitué de flotte. Faudra faire gaffe à pas mourir de faim non plus, mais bon, ça devrait aller. Jésus, il a tenu 40 jours dans le désert, donc mon petit pote, 5 jours de jeûne, ça va pas te tuer. Et enfin, faudra pas mourir de fatigue, oui, ne pas s'écrouler sur le sol et mourir comme une merde parce qu'on se croit sous Red Bull alors qu'on est sur une île déserte et que le prochain Carrefour City il est à 500 bornes. Hein. Encore une fois, sur le papier, ça vend une aventure épique, stylée. On part à l'aventure, on se prend du manioc, de la coco et on part à l'exploration de l'île, car oui, il faudra aussi partir à l'aventure pour découvrir l'île et voir s'il y a vraiment aucun moyen de la quitter. Hein. Parce que pour rappel, les îles totalement abandonnées sur la planète, ça existe, mais beaucoup sont squattées par des scientifiques, des militaires ou des gardiens de réserve. Donc nos petits bonhommes ont bien raison de tenter leur chance. Die Another Day, version Koh-Lanta sur ta DS, l'effet waouh garanti, surtout que c'est fait par nos amis de Konami. Maintenant voilà. Je vous ai résumé rapidement le fonctionnement, mais vous vous souvenez, je vous ai parlé de Snuff Movie. Mais bon sang, Pedro, tu nous parles d'un paradis là, mais tu fais allusion au fait que c'est un méchant guépier le bordel. Vas-y, crache la Tavalda. C'est l'heure du duel. Bon, pour que vous compreniez bien, je dois revenir en détail sur le fonctionnement des 3 fameux besoins dont je vous ai parlé, parce que c'est bien eux qui vont être au centre de notre petit carnage paradisiaque. En effet, voici comment fonctionne grossièrement la survie. Le besoin de boire se fait sentir assez rapidement, parce qu'on est au soleil la plupart du temps. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais c'est assez facile à combler au détour d'une rivière d'eau claire. Tomber à 0% d'eau, ça va faire baisser votre attribut dont je vous ai parlé, les HP, qui commenceront à diminuer. Si vous atteignez 0 HP, c'est simple, c'est game over. Votre perso meurt, la partie s'arrête net, et vous devez reprendre depuis votre dernière sauvegarde. Pas moyen de continuer, pas de continue, rien. C'est l'arrêt net. Le besoin de manger, c'est plus problématique. Parce que notre personnage est très loin d'être en mode Jésus en fait. Et il aura très vite faim, c'est un putain de goinfre. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre. Le jeûne intermittent, il connaît pas. Tomber à 0 d'estomac, et la faim attaquera la barre de fatigue. La barre de fatigue physique, qui est notre 3e besoin. Et la barre de fatigue physique, c'est le principal problème du jeu. Votre personnage est un putain de sédentaire. Il perdra 1% de forme physique toutes les 10 secondes, et encore 1% supplémentaire pour tout petit saut de rien du tout, ou toute petite corniche montée. Et si vous tombez à 0, c'est vos HP qui seront attaqués de la même façon. 1 HP toutes les 10 secondes, 1 HP par saut, et par corniche escaladée. Je vous fais pas un dessin, ça va super vite. Dès lors que votre barre de fatigue physique est morte, si vous avez 30 HP, vous avez 1 minute devant vous, parce que, à force de courir, de faire des petites corniches, de sauter entre les cailloux des rivières, vous allez crever hyper rapidement. Bon, vous commencez à voir arriver le souci. Je ne vous l'ai pas précisé, mais vous commencerez l'aventure avec 25% de chaque attribut. Lors du premier jour, vous êtes forcé de suivre la petite introduction et de passer une nuit. Au réveil, vous vous réveillez simplement affamé, assoiffé et en perte d'énergie. C'est simple, mon meilleur score à ce jeu, 6 jours de survie, et encore la dernière journée, j'étais en mode économie d'énergie, en mode clochard total. En fait, le jeu, le problème, c'est qu'il vous prend absolument pas par la main. Tout est expliqué hyper rapidement à travers votre personnage qui parle tout seul comme un golemon, et dès le 2e jour, on est largué dans le grand bain de la survie, avec en plus tous les compteurs à 0 et les HP qui commencent à dégringoler. Comme ça.
Au début de l'aventure, les seules choses que vous trouverez, ça sera de la coco et des champignons de 6 couleurs différentes. Et ce qu'il faut savoir avec les champignons, c'est qu'ils donnent absolument pas d'énergie. Manger un champignon vous donne 1% de faim. Mais l'effet qui se coule, c'est que chacun a un effet différent, qui peut être négatif, c'est-à-dire avoir beaucoup plus soif, perdre carrément des HP par empoisonnement, donc ce qui est horrible, vous perdez 20 HP après avoir mangé un champignon empoisonné. C'est simple, là l'aventure s'arrête très vite. Ça peut vous donner des effets positifs, c'est-à-dire ne plus avoir faim, mais ça, moi, en 5 parties, je l'ai pas eu. Bref, c'est vraiment l'aventure. Et vous n'êtes pas prêt de remettre les compteurs au vert, du coup. On cherche très vite à manger des trucs plus costauds, comme des poissons. Mais pour ça, il faudra fabriquer une lance avec une pierre que vous trouverez sur la plage. Elle est facile à trouver. Mais il faudra un bâton. Et le bâton, il trône en haut de la plus grosse colline de la plage. Colline qu'il faudra monter, escalader, le ventre vide, épuisé. Et c'est ici que mon aventure s'arrête net. Et s'est arrêtée quand j'avais 15 ans, elle s'est arrêtée quand j'ai essayé à 25 ans, et elle s'est arrêtée quand j'ai enfin, aujourd'hui, 35 ans. Le seul moyen d'y arriver, c'est de faire un stock de coco dans sa poche, partir chercher le bâton le plus vite possible. Dès que la barre de fatigue est épuisée, il faut utiliser la mécanique de repos, c'est-à-dire qu'en fait, notre personnage peut s'asseoir n'importe où, dès lors qu'il a une barre de nourriture qui est un peu remplie, cette barre se transfère automatiquement à la barre de fatigue physique. Donc si vous avez 0 de physique et 10% de barre de faim, si vous asseyez par terre, les 10% sont basculés sur la barre de fatigue physique et vous êtes affamé. Et en fait, il faut utiliser cette mécanique complètement débile. Du coup, il faut monter, boire une noix de coco, s'asseoir par terre, monter une corniche, boire une noix de coco, s'asseoir par terre, et ainsi de suite. C'est pas loin d'être ridicule et surtout pas du tout logique. Le jeu impose presque de devoir speedrunner et optimiser sa propre introduction pour chercher ce foutu bâton de merde. Et quand on y arrive, on peut capturer les poissons qui donnent 50% de vie. Il faut donc speedrunner le début et connaître le début quasiment par cœur pour pouvoir enfin commencer l'aventure. Ce qui est complètement débile. On est au niveau du parking de driver, simplement. Mais en beaucoup plus dur pour moi. Parce que le parking de driver, moi je le passe. Bref, il faudra quand même se heurter à un deuxième problème quand vous voulez continuer. Madame Boulet. Oui, parce que oui, vous allez partir en exploration pendant plusieurs heures. Et Madame Boulet, c'est une casanière de l'enfer, à moitié aveugle. La seule chose qu'elle sait faire, c'est la cuisine. Et que si vous avez de la nourriture stockée dans la grotte, c'est bon. Sinon, elle va simplement mourir en votre absence. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Game over, voilà. Ouais, faudra créer des meubles pour optimiser tout ça, pour ranger la nourriture. Et bien sûr, tout ça sans aucun guide, puisqu'il n'y a aucune aide sur la fabrication. Bref, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui aurait vraiment pu être passionnant, mais qui a tapé complètement à côté en attendant un élitisme du joueur qui est complètement grotesque, bien plus dur encore que le parking de driver. J'ai encore récemment réessayé 4 fois de passer le 6e jour, mais impossible de choper ce bâton de merde. Aussi, dernier point sur lequel il faut aussi insister, c'est que ce jeu comprend aussi un système de gestion de la relation sociale entre Monsieur et Madame Boulet. En fait, selon comment vous vous adressez à elle sur les choix de dialogue et surtout comment vous utilisez l'abri, vous facilitez sa vie au sein de l'abri, c'est-à-dire que vous lui laissez assez de nourriture, vous faites des meubles, vous augmentez son confort. En fonction de comment vous traiterez Madame Boulet, en fait, la relation va s'améliorer ou se détériorer. Et donc le jeu comprend 5 fins en fonction de l'entente entre Monsieur et Madame Boulet. Ça donnera accès à différentes séquences animées à la fin du jeu. Et en fait, les deux personnages peuvent être amis, ne pas s'apprécier du tout, voire même être tout simplement amoureux. Donc en fait, un moyen de le savoir, notamment, c'est d'utiliser les musiques qui sont changeantes à l'intérieur de la grotte. Soit la musique est plutôt joyeuse et vous êtes sur le bon chemin, entre guillemets, si vous voulez une fin plutôt heureuse, ou alors la musique est plutôt triste et plutôt fade, et là vous êtes sur une entente qui est absolument pas cordiale entre les deux protagonistes. Donc ça sera aussi gérer cet aspect social, mais je vous avoue que j'ai pas pu trop tester puisque je suis tout simplement mort au début du jeu. Voilà, c'est un peu dommage. J'ai déjà fini le jeu une fois sans connaître ses particularités, grâce au cheat code du R4 qui me permettait de remplir les 3 jauges à 100% en illimité. Le jeu perd énormément en saveur, ça ne sert à rien de tricher malheureusement. Peut-être pour lancer le jeu éventuellement, vous lancez avec un cheat et vous désactivez le cheat après la sauvegarde, ça risque de peut-être corrompre votre sauvegarde, donc attention. Konami dans son intégrité donnera naissance à 2 suites, Lost in Blue 2 et Lost in Blue 3, qui apportent chacune absolument aucune nouveauté. Enfin si, dans le 3 il faudra gérer 2 boulets plutôt qu'un. Bon, mais à part ça, si vous prenez Lost in Blue 2, en fait c'est comme le 1. Il n'y a absolument rien d'autre à faire que ce qu'il y a à faire dans le 1. L'île est un peu différente, peut-être le dénouement de l'aventure, mais en tout cas, dans les mécaniques, c'est la même chose.
Bon voilà, rien ne vous empêche d'essayer, hein, mais sachez que très peu de solutions existent sur internet et comme dirait l'autre, Bonne chance. bon allez, je passe rapidement la main à HKR pour sa pastille sur ce jeu et je vous souhaite un bon épisode. Ciao ciao. Allez, je prends la main en complément de l'ami Pedro pour parler de Lost in Blue sur DS, puisque je suis le seul autre de l'équipe à l'avoir fait. Hein. Je vous ai dit, la DS, c'est pas ma grande amie, mais pourtant, sa ludothèque, je l'ai retournée dans tous les sens. Et Lost in Blue, quand Pedro a sorti ce nom sur le Discord en préparation du pod, je me suis dit, mais oui, effectivement, je l'ai fait celui-là. Mais impossible d'arriver à vraiment m'en souvenir. Voilà, syndrome DS, R4, trop de jeux un peu du même style. Bref, après quelques recherches pour me remettre un petit peu en tête, je suis allé un peu au-delà de ma première sensation qui était de me dire oui, ce jeu, je l'ai fait et de souvenir, c'était pas mal. C'est un jeu qui effectivement est plutôt atypique et plutôt intéressant, dans le sens où c'était probablement un des premiers jeux de survie auxquels j'ai joué sur console, en tout cas avec ce format-là, hein, avec la gestion de la faim, de la soif, fatigue, etc. Et le côté frustrant qui peut accompagner justement ce type de jeu. Hein. Le premier contact a été un peu rude, hein, puisqu'assez vite, on se retrouve à galérer dessus. Et puis après, il y a eu une phase où j'ai souvenir avoir été plutôt accroché avec toute la partie exploration des zones, collecte d'objets, chasse, pêche, etc. Et le système de duo, hein, qui était plutôt bien. Alors encore une fois, là, ça date, je ne l'ai plus trop en tête, mais le fait d'avoir le deuxième personnage là qui elle reste souvent au camp, qui va être plus là pour être géré et accompagné dans ton jeu. Voilà, en plus de piloter ton personnage, tu dois gérer en mode un peu compagnon. Donc c'était assez innovant. Je me souviens aussi des mini-jeux effectivement qui étaient plutôt sympas, avec notamment souffler dans le feu pas souffler dans le micro pour allumer le feu. Bref, c'était quelque chose qui était vraiment rafraîchissant et que j'avais vraiment bien aimé. Mais malheureusement, il y avait un point qui m'a fait lâcher le jeu. Finalement, c'est assez répétitif. Alors après, est-ce que c'est moi qui suis pas sensible aux jeux de survie? C'est possible, hein, mais on se retrouve assez souvent à gérer toujours un petit peu les mêmes choses, à devoir aller chercher de quoi se faire à manger pour se nourrir, aller chercher tel objet pour pouvoir faire du craft. Donc le rythme reste assez lent. Et du coup, ça m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Mais voilà, c'est un jeu, je pense, qui coche parfaitement la case, hein, avec cette ambiance estivale sur cette île derrière. Et je vous dirais, soit vous accrochez au côté mode survie réaliste, puisque c'était finalement ça un petit peu, soit vous allez lâcher assez vite. Malheureusement pour moi, ça a été la deuxième case, mais je comprends tout à fait pourquoi Pedro l'a choisi. Et peut-être que je lui donnerai une autre chance à l'occasion. Voilà, c'était mon petit retour. À vous les studios. Et bonsoir à toi, ami internaute, c'est Ace Bunny, et c'est à moi de parler pour cet épisode spécial de New Game Plus un petit peu particulier, où on est chacun de son côté un petit peu tout seul. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude, je vais pas mentir. D'habitude, j'ai toujours quelqu'un avec qui répondre, ou alors on est 2, 3, voire 5, et là je me retrouve tout seul devant mon micro à parler sans retour, et c'est un petit peu particulier. Du coup, c'est à moi de parler pour ce podcast spécial jeu de l'été. Vous avez entendu Pedro parler de son jeu Lost in Blue, que je n'ai pas fait, mais vous m'avez entendu juste un petit peu avant chez HKR parler de Wave Race. Et c'est à mon tour de parler de mon jeu spécial de l'été. Un jeu qui n'est pas sur une de mes consoles fétiches. D'habitude, je parlerais volontiers d'un jeu GameCube, PSP ou Xbox 360. Je suis allé sur une console que j'ai un petit peu de mal en ce moment. Mais le jeu est assez intéressant, et l'histoire du studio, je trouve, est assez intéressant de discuter dans ce cadre-là. On va aller sur la PlayStation 3. Et oui, moi qui suis plutôt du genre à conseiller la Xbox 360 comparée à la PS3, il y a un jeu qui est exclusif à cette PS3, et même, j'ai envie de dire, une licence qui est restée sur PS3, même s'il a fait un petit détour sur PSP et PS2, mais on en parle un petit peu après. Je vais vous parler de MotorStorm Pacific Rift. Alors, MotorStorm Pacific Rift, c'est un jeu du coup qui a été édité par Sony et développé par un studio aujourd'hui fermé à cause d'un échec sur la PS4, à savoir Evolution Studio, qui est un studio britannique qui a une histoire assez intéressante, et on va remettre le tout en contexte. Il faut savoir que l'histoire du studio remonte en 1996, avant la fondation du studio en 99, et oui, ça remonte à loin parce que
il y a un autre studio britannique qui s'appelle Océan, et oui, le fameux studio Océan qui a fait pas mal d'adaptations de films en jeux vidéo, qui se fait racheter par un studio français du nom d'Infogrames, et oui. On en a déjà parlé d'Infogrames qui rachète des studios et qui permet d'en fonder d'autres, notamment dans le dernier podcast sur les sous-versions, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait, Océan va devenir Infogrames UK, et il faut savoir que Océan en fait avait un studio qui s'appelle Digital Image Design, qui était un studio de jeux vidéo spécialisé dans le simulateur de vol de combat, donc un genre vraiment typique PC que je n'ai pas eu l'habitude de faire. Et en fait, au rachat de Océan par Infogrames, le fondateur de ce studio, à savoir Martin Kenwright, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation, quitte du coup Digital Image Design pour fonder Evolution Studios avec un certain Ian Elterington, qui était l'ex-fondateur de Psygnosis, qui est notamment connu pour avoir fait les Wipeout. Faut savoir malheureusement que Ian Elterington est malheureusement décédé il y a quelques années à l'âge de 60 ans. Donc mes condoléances à la famille au passage. C'est un studio qui va en fait très vite devenir un studio assez fétiche de la part de Sony, qui va leur confier une licence qu'ils ont acquis récemment, à savoir les droits en jeux vidéo de World Rally Championship, donc la WRC, donc les championnats du monde de rallye. Et en fait, ce Evolution Studio vont faire les 5 jeux de WRC sur la PS2 de 2001 à 2005. Ce sont des jeux auxquels je n'ai pas joué parce que je n'étais pas très jeu de voiture à l'époque, mais connaissant quel studio était derrière ces jeux, je serais curieux de retrouver ces jeux pour me les tester, pour savoir si c'était des bons jeux de rallye, en comparaison de la licence Colin McRae notamment. Bref, ils font 5 jeux de la licence WRC édités par Sony à cette époque-là. C'est des jeux qui ont un plutôt beau succès à l'époque, et il faut savoir qu'en 2006, il y a une console qui va sortir, une console de nouvelle génération qui s'appelle la PlayStation 3, et il décide de produire un jeu différent des WRC, qui va d'ailleurs être au lancement de la PS3 en Europe, à savoir un certain MotorStorm, qui est un jeu de course de rallye, mais tout terrain avec un multiple choix de véhicules, ça peut être des quads ou des motos, en passant par le 4x4 ou le buggy, et c'est un jeu qui est un peu plus funky, un peu plus fun que la licence des WRC, qui restait un petit peu réaliste. C'est un jeu qui va avoir un joli succès critique et commercial. C'est un jeu qui va se vendre à plus de 3 millions d'unités sur PlayStation 3, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, une suite va être mise en chantier, et la suite, c'est le jeu qui nous intéresse, à savoir MotorStorm Pacific Drift. C'est un jeu qui sort du coup le 7 novembre 2008 en Europe, exclusivement sur PlayStation 3. Et en fait, la particularité de ce MotorStorm Pacific Drift, c'est que là où le premier jeu se déroulait dans un univers type Monument Valley, donc des canyons un petit peu désertiques, ce Pacific Rift, en fait, il se déroule sur une île tropicale du Pacifique qui a été abandonnée par l'homme depuis des décennies suite à une éruption volcanique. J'aime bien lire l'arrière des jaquettes, donc je me permets de prendre la boîte pour lire ce qu'il disait à l'arrière de la jaquette. Ça va dégommer au paradis. Faites vombrir vos moteurs dans les paysages à haut risque d'une île tropicale et préparez-vous à de la course tout-terrain extrême. Allez-y plein pot sur 16 circuits à l'itinéraire multiple répartis sur 4 zones de course. Déchirez les pistes avec 8 classes de véhicules, dont un nouveau Monster Truck dévastateur. Faites-vous montrer l'Unreal sur écran partagé avec un maximum de 4 joueurs. Et en plus, le jeu parlait d'une compatibilité avec le PSN, où on peut jouer jusqu'à 12 en ligne. Malheureusement, les serveurs sont fermés depuis 2012, et ça, c'est un petit peu triste. Et du coup, c'est la grosse particularité de ce MotorStorm Pacific Rift, c'est qu'il va un petit peu améliorer le gameplay de ce premier MotorStorm qui était dans un univers désertique, qui était assez classique, on va pas se mentir, sur le gameplay. Je rappelle très rapidement en fait le gameplay de MotorStorm. On est dans des courses off-road, donc c'est des courses vraiment type tout-terrain. On a plusieurs types de véhicules, on est au maximum 16 par course, et en fait le but c'est d'arriver premier à la fin de la course. Et une des particularités de MotorStorm, c'est qu'on avait un système de boost, où en fait on pouvait avoir un turbo en fait dans votre véhicule. Mais si on restait trop longtemps appuyé sur le bouton de turbo, le véhicule explose. Et c'était la particularité de MotorStorm. Et ce Pacific Rift va améliorer la formule de MotorStorm avec une nouveauté en fait dans ce jeu, c'est l'environnement qui est complètement différent de MotorStorm original, puisqu'on est sur une île paradisiaque. Et en fait, c'est surtout l'arrivée d'un élément qu'on n'avait pas dans le premier MotorStorm, c'est l'eau.
qui va nous permettre de refroidir le moteur quand on utilise le turbo, et ça c'est assez intéressant, mais également de sources de chaleur extrêmes qui vont faire surchauffer le moteur si jamais on s'y approche. Car un élément qui est super cool dans le Pacific Rift, la jaquette l'évoquait, c'est les biomes. Parce qu'il y a 16 courses qui sont disponibles dans ce jeu, mais elles sont réparties en biomes. Et ça, je trouvais ça très cool dans ce deuxième MotorStorm. Du coup, les 4 biomes, c'est Earth Zone, donc une zone de la Terre. Donc on est plutôt dans des jungles et on est vraiment sur du terrain au sol. Donc il y a très peu de jeux de saut ou alors très peu d'eau pour refroidir son moteur. On a la Air Zone, donc là on est plus dans les montagnes. Donc là on est plus dans les High Sky, ce qu'on pourrait dire, où on va vraiment avoir des sauts vertigineux et ainsi de suite, ou alors des parois où on peut tomber très facilement hors du circuit. On a la Fire Zone, où là on va être vraiment du côté des volcans, où il va y avoir de la lave notamment, qui va faire chauffer le moteur. Et on a les Water Zones, où là on est plus sur les plages et près des cascades, où on va avoir une abondance d'eau qui va permettre de refroidir les moteurs. Et du coup, cette différence de biome va en fait complètement changer la manière dont on va faire les courses dans ce MotorStorm, et je trouve ça vraiment pas mal, surtout que il y a plusieurs véhicules dans ce jeu, donc ça je trouve ça très cool. Je les ai pas notés, il y en a 8 dans ce jeu, on a les motos, les quads, les buggy, les voitures de rallye, les camionnettes, les 4x4, les semi-remorques, et du coup la nouveauté, le Monster Truck. Et en fait, chaque véhicule a son gameplay différent. Les motos, les quads sont des véhicules plutôt rapides, mais très fragiles, et du coup s'ils rentrent en collision avec un autre véhicule ou directement sur le terrain, on va perdre le contrôle du véhicule et le véhicule va exploser avec un petit effet de ragdoll qui est plutôt rigolo. Car c'est un élément qui est assez bien dans ce MotorStorm, ça rappelle un petit peu Burnout de ce côté-là. En fait on peut avoir des accidents, et ça je trouvais ça vraiment pas mal dans les MotorStorm. Et à l'inverse, si on prend un véhicule un peu plus solide, notamment les semi-remorques ou un 4x4, on va aller beaucoup moins vite que les motos ou les quads, mais on va être plus résistant, on va pouvoir leur rouler dessus, et on va avoir plus, si on arrive dans le décor, on a plus une chance de survivre en fait au choc. Et donc ça permet ensuite, en fonction des affinités avec les véhicules, on va choisir le véhicule qui nous convient plus, ou alors en fonction également de la course. Et ça c'est intéressant parce que faut savoir que MotorStorm c'est pas un jeu en monde ouvert, c'est un jeu vraiment de circuit à l'ancienne, mais il y a quand même un petit mode festival, qui est en fait un petit mode solo où on va devoir faire une série de courses avec différents objectifs à accomplir. On a les courses classiques qui durent entre 2 et 3 tours, où l'objectif c'est de finir le premier sur la course, ou alors deuxième ou troisième, parce que l'objectif dans le mode festival c'est de cumuler un maximum de points pour en fait débloquer les prochains circuits et les prochaines courses pour pouvoir avancer au fur et à mesure dans le mode festival. Le mode festival est divisé dans les 4 biomes, et en fait les différents circuits se débloquent au fur et à mesure qu'on gagne un maximum de points. Donc on a les courses éliminatoires qui sont peut-être les modes les plus fun, où en fait c'est une course classique sauf que toutes les 15 secondes le dernier est éliminé. Et l'objectif c'est de rester en tête de file pour ne pas se faire éliminer à la fin. Et ça je trouve ça vraiment pas mal. Et on a les épreuves de checkpoint, où en fait on est tout seul sur la course, et en fait on doit arriver de checkpoint en checkpoint comme un Sega Rally, si je peux me permettre de l'évoquer ainsi. Et on doit faire les courses de checkpoint en checkpoint le plus rapidement possible avant la fin du chrono réglementaire, pour en fait remporter l'épreuve. Et en fait, je trouve que c'est plutôt pas mal dans ce MotorStorm Pacific Rift, c'est que le mode festival est plutôt bien dosé, et également il n'y a pas ce côté frustrant de on doit forcément réussir une course pour gagner. Dans le sens où si on arrive 3ème, on va gagner 50 points, mais ça va peut-être suffire pour débloquer les futures courses. Et si jamais on bloque vraiment sur une course, on peut aller dans un autre biome, comme je le dis, pour réaliser les courses d'un autre biome auquel on a plus de facilité pour gagner les points qui nous manquent. Il y a vraiment cette absence de frustration qui est plutôt pas mal, et je trouve vraiment cool. Également, c'est un jeu qui était jouable à 4 joueurs en écran splitto, ce qui commençait à être rare à cette époque-là sur l'ère PS360, donc c'est vraiment à noter. Et il y avait également un mode multijoueur en ligne qui était jouable jusqu'à 12, et malheureusement, ce n'est plus disponible à cause de la fermeture des serveurs en 2012, si je ne me trompe pas. Le jeu a été un succès critique et public, dans le sens où le jeu a vraiment bien été accueilli à l'époque, et il a eu un petit joli succès commercial. De ce que j'ai vu, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires en un mois, mais j'ai pas trouvé de source sur à combien ce jeu s'est vendu exactement, malheureusement. Donc je ne pourrais pas vous dire si le jeu a dépassé les 2 ou 3 millions d'exemplaires, mais on sait des sources de Evolution Studio, le jeu s'est vendu à 1 million d'exemplaires en un mois, ce qui est vraiment pas mal.
Et le jeu aura 2 suites, une suite sur PSP, PS2, à savoir MotorStorm Arctic Edge, qui est mon préféré de la saga, il faut savoir, mais ce n'est pas... j'aimerais bien en parler dans un futur podcast. Et malheureusement, le jeu qui est sorti au mauvais moment à cause du séisme de 2011 au Japon, qui a provoqué Fukushima notamment, c'est MotorStorm Apocalypse, avec ce côté justement urbain et surtout apocalyptique. Et en fait, au moment où il sort, c'est pas le bon moment pour sortir. Et le jeu a un peu coulé, on va dire, la licence MotorStorm. Mais c'est un peu dommage que du côté de Microsoft, il y avait la licence Forza qui allait lancer le spin-off Forza Horizon, qui n'a pas grand-chose à voir avec MotorStorm, qu'on soit d'accord, mais il allait reprendre ce côté jeu de course fun que Sony a perdu, je trouve, au fur et à mesure des années, notamment avec l'arrivée de la PS4. Que Evolution Studios ont fait un autre jeu sur PS4 un peu plus réaliste et qui est malheureusement un échec commercial, à savoir Drive Club, qui n'a pas du tout fonctionné et qui a malheureusement fermé le studio. Et c'est un peu triste de se dire que Evolution Studios avait fait une licence qui est vraiment restée quasiment sur PS3 avec le premier, le Pacific Rift et le Apocalypse, même s'il y a eu un dérivé qui n'a pas été fait par Evolution Studios mais par un studio cousin, à savoir Big Studio, un studio satellite, excusez-moi, donc le Arctic Edge, et c'est assez dommage de se dire que la licence MotorStorm, elle a commencé en 2006 avec le premier, elle s'arrêtait en 2011-2012 avec le Apocalypse, et en fait elle a jamais réussi à dépasser la PS3, alors que je trouve qu'aujourd'hui que la licence pourrait revenir un petit peu peut-être modifiée avec un monde un petit peu plus ouvert, avec un peu plus de balade, on va dire, dans ce monde, parce que le côté île paradisiaque de Pacific Rift aurait pu donner un côté très cool, un côté test drive, on pouvait se balader à Hawaï, il me semble, et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu de suite, on va dire, à la licence MotorStorm, même une suite spirituelle de la part de Sony, et c'est un peu regrettable. Mais pour terminer avec Pacific Rift, c'est très clairement de la licence sur PS3, le meilleur des trois, très clairement, parce que c'est celui qui va améliorer la formule de MotorStorm, premier du nom, pour ensuite l'améliorer avec notamment le cadre paradisiaque qui, déjà artistiquement, est beaucoup plus chouette que le désert de Monument Valley, qui est très répétitif dans le premier jeu. Et c'est en fait l'épisode qui est à recommander de la licence sur PS3, même si je dirais que Arctic Edge sur PSP et PS2 est peut-être le meilleur de la saga. De mon avis, parce que je trouve que c'est un jeu fantastique sur PSP, mais ça j'espère en parler dans un futur podcast. Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire sur MotorStorm Pacific Rift, j'espère que vous avez apprécié, et je vais vous laisser avec Brad qui va décider de parler d'un jeu de coquin. Allez, à toi Brad. Bon allez, on va maintenant passer aux choses sérieuses, on va préparer ses lunettes de soleil, sa crème, car pour notre sélection de jeux de l'été, moi, je vous ai choisi de remonter le temps. On va repartir, au début des années 2000, une époque bénie où les constructeurs de consoles se faisaient la guerre à coups de polygones et de campagne marketing, et où les développeurs osaient absolument tout. Et là, du coup, on va parler d'une exclusivité Xbox. On est d'accord, une des meilleures consoles 128 bits, si ce n'est la meilleure. Et un jeu pas si anodin que ça, il a fait couler énormément d'encre celui-ci, ça sera Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Pour cet épisode, Dead or Alive, là du coup on va oublier les mandales, les arènes de combat de la série principale. Ici on est sur une plage tropicale qui va s'apparenter, sur le papier bien sûr, à un tout simple jeu de sport. Mais en fait, sous son atmosphère légère se cache un jeu beaucoup plus riche que ce qu'il n'y paraît, et surtout un environnement assez sympa à découvrir. Alors, comment on passe d'un jeu de combat hyper nerveux à un jeu de volley ? Déjà, c'est complètement un contre-pied, ça n'a absolument aucun sens. Et ce truc-là, c'est la faute des joueurs. À l'époque de Dead or Alive 2, beaucoup de fans réclamaient un mini-jeu de volley, et du coup, Tomonobu Itagaki, le créateur de la série et patron de la Team Ninja, lui décide de prendre la balle au bon. Il prend les demandes de la communauté homo et il va faire les choses en grand. Là du coup ce sera pas un mini-jeu dans la série de Dead or Alive, ce sera carrément un spin-off, un jeu complet. Il va nous tirer ses inspirations de ses propres vacances en station balnéaire, mais surtout d'un jeu inattendu.
Final Fantasy X2. Et en effet, du coup, Itagaki a vu ce RPG centré sur un casting féminin et un système de changement de tenue. Et il s'est dit qu'il y avait un filon à exploiter. Et là, pour le coup, avec Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, vous allez être servi. La philosophie sur ce type de jeu, c'est hyper clair, assumé à 100%, c'est du fan service pur et dur. Le seul personnage masculin que vous allez retrouver, ce sera Zack. Lui savait bien que la critique ne comprendrait pas forcément le jeu, mais il voulait simplement récompenser les fans du coup, avec une certaine beauté plastique. Pourquoi sur Xbox ? J'imagine qu'il y a une histoire de gros sous sous-jacente, mais lui, il cherchait aussi avant tout à faire un jeu extrêmement abouti au niveau technique. Et le succès de Dead or Alive 3 n'y est pas pour rien, parce que ça c'était un jeu de lancement de la Xbox originale, qui avait très très bien marché. On continue sur la même lancée, et forcément la Xbox était quand même réellement la console la plus puissante du marché à ce moment-là. Au niveau scénario, là on a planté un petit peu le décor, comment on va pouvoir amener un jeu aussi improbable que celui-ci ? Eh bien on va faire complètement dans le fantasque, on va prendre Zack, du coup personnage complètement approprié pour ça, un des combattants de la série. Il va gagner le gros lot au casino avec ses primes de combat et il va décider d'acheter une île privée, il va envoyer des fausses invitations aux combattantes pour un nouveau tournoi Dead or Alive. Mais lorsqu'elles arrivent sur place, elles vont découvrir la supercherie. Et puis bon, au lieu de s'énerver, finalement ça sert à rien, elles vont décider de prendre 14 jours de vacances. Et c'est comme ça que vont se passer, entre guillemets, le schéma du mode histoire. Vous venez, vous choisissez un des personnages féminins de la série et vous y restez pendant 14 jours sur cette île avec un déroulement matin, après-midi, soirée, et vous avez du coup différentes activités qui vous sont proposées au fur et à mesure. Et Dead or Alive, c'est pas uniquement, je vous en parle parce qu'en fait finalement ce jeu-là, bien sûr le côté plastique, le côté ce que la jaquette vend en fait tout simplement, vous allez voir, on va l'utiliser sur la miniature du pod, c'est hyper vendeur forcément, très très bien. Les personnages de Dead or Alive du coup servent à quelque chose, vous pouvez regarder la jaquette arrière aussi, c'est exactement tout ce qui est mis en avant. Petit bonus qu'on découvre une fois qu'on a acheté, c'est typiquement des choses en fait qu'on ne verrait plus. Là je me retrouve avec le manuel de Dead or Alive, donc là ça fait quand même plaisir, c'est du manuel, photo couleur et tout, c'est quand on repense à ce qu'on a aujourd'hui dans des boîtes de Nintendo Switch, ça fait rêver. Je me retrouve avec une pub des sorties Xbox classiques et vous retrouvez une pub, limite on le mettra dans l'article du podcast, complètement improbable, une pub de FHM, un magazine de l'époque qui se veut le meilleur ami de l'homme et qui vous propose après une petite partie de beach volley avec Dead or Alive de se relaxer en s'abonnant au magazine pour seulement 27 €, les 12 numéros. Donc le ton est donné et finalement ce jeu-là, quand on n'y a pas joué, on se dit oui d'accord, c'est du fanservice, des persos de Dead or Alive, de la physique, on va dire plutôt même de la plastique avantageuse, mais c'est pas uniquement ça. On a vraiment déjà un jeu de beach volleyball excellentissime. On peut pas faire plus simple. Là on est, évidemment on n'est pas dans de la simulation, mais on n'est pas dans du Mario Tennis pour du tennis non plus. Pas de bonus, pas de choses improbables. Mais on est sur un jeu qui joue à 2 boutons, qui prennent la force de l'appui sur le bouton, donc il y a une certaine finesse dans le gameplay, il y a un timing extrêmement précis, qui fait que quand vous avez un coup qui vous arrive, un lancer qui vous arrive, le timing est extrêmement important, qui va déterminer la qualité de votre réception, la qualité de votre passe, ou la qualité de votre smash, qui peut complètement être dévastateur, que vous pouvez gérer avec le stick analogique pour le diriger. Vous allez avoir aussi le moyen de le rater en faisant un rebond sur le bord du filet qui enlève toute sa puissance, ou carrément le mettre dans le filet et le rater aussi. Donc du beach volley, du classique, du 2 contre 2, rien d'incroyable, rien de compliqué, mais en fait c'est hyper bien fait. Graphiquement déjà, le moteur physique est absolument dingue, il y a une physique pour chacun des personnages. Pour vous dire, ça va jusqu'à un niveau complètement délirant où par exemple la physique des personnages n'est pas en total, notamment le mouvement de certaines parties du corps n'est pas en vous voyez de quoi je parle, n'est pas en précalculé. On a vraiment une physique complète qui est calculée et il y a un
un des contacts du créateur de la série, qui était même chercheur justement en physique des fluides ou autre, qui a travaillé là-dessus pour l'implémenter dans le moteur. Donc imaginez le niveau délirant que ça prend pour des choses comme ça. Il y a aussi le sable qui est extrêmement bien fichu, qui est très très bien calculé, très bien rendu. On va avoir des systèmes un peu de transpiration ou d'effet mouillé. Le sable exactement de la même chose qui prend enfin vraiment, pour une époque de Xbox à l'époque, c'est le même type de claque que Dead or Alive 3 qui est excellent, que par exemple vous pouvez refaire sur Xbox Series, notamment en version, j'ai oublié les termes techniques de Xbox, mais qui sont en version améliorée, donc vous y jouez en 4K avec tout d'amélioré. C'est un jeu en fait hyper contemporain qui fonctionne encore très bien plus de 20 ans après. Et ben DOAX du coup c'est exactement la même chose, c'est hyper bien fichu. Et c'est moi ce qui m'a accroché, c'est-à-dire que évidemment le visuel est plaisant, mais les environnements, c'est des paysans, ça sent les vacances. Mais quand on y joue l'été, c'est vraiment, ça sent les vacances, ou vous êtes en plein hiver, ça vous ramène à quelque chose de très très léger. Vous allez avoir du coup aussi différents environnements. Vous avez les différentes, on va dire, terrains de jeu. Ces terrains de jeu, vous allez y aller à différents moments de la journée, donc différents niveaux lumineux et ainsi de suite. Donc c'est vraiment super 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 sympa. Et concrètement, votre journée va se rythmer avec ça. Vous pouvez faire autant de matchs de beach volley que vous souhaitez. On va dire autant de matchs par partie de la journée. Donc vous pouvez les enchaîner. Les matchs de beach volley vous permettent de débloquer de l'argent que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans le jeu à d'autres moments. Vous pouvez aussi du coup avoir des mini-jeux. Donc là c'est des mini-jeux très simples, c'est du saut de trampoline sur la piscine ou des trucs tout basiques. Pas la meilleure partie du jeu pour moi, j'ai plus passé mon temps sur la partie du beach volley qui est très simple mais hyper addictive. C'est vraiment un jeu à part entière, tout ce qui était à côté n'est pas forcément nécessaire. Mais finalement, c'est ce qui fait le sel du jeu et ce qui fait tout l'intérêt, je vous dirais. Parce qu'en fait, on est sur un espèce de système de gestion un petit peu social. On est un peu dans de la psychologie et de la corruption, je vous dirais, par le cadeau. Ça veut dire que ce qui va énormément compter, c'est d'avoir des partenaires et de bien s'entendre avec. Et ça passe, en fait, tout simplement par leur offrir des cadeaux. Sauf que là, les mécaniques sont absolument délirantes. Ça va à un niveau... imaginez peut-être ce que vous avez pu voir sur des jeux style Stardew Valley, par exemple, de compatibilité entre les personnages. Il y a d'autres jeux, mais je les retrouve pas en tête instantanément, là. Mais là, vous allez avoir ça, mais c'est dingue. Ça veut dire que en fait, tel personnage aime tel ou tel type de cadeau. Mais certains personnages, si par exemple, c'est pas le bon emballage ou pas le bon ruban, ils vont le refuser. Vous allez vous fâcher avec, et ainsi de suite. Donc c'est des mécaniques hyper fines. On est à une époque quand même où Internet en fait n'est pas encore très courant, donc finalement ça demande pas mal de recherche et compagnie. On n'a pas les guides tout de suite en 2 clics qui nous disent exactement quoi faire. Donc on a ce côté-là, parce que finalement si on n'a pas de partenaire pour faire notre binôme, on peut pas jouer au beach volley la journée. Parce que du coup on peut faire des activités annexes en piscine, c'est ok, on peut se reposer aussi, donc ça les angles de caméra sont très flatteurs. Mais finalement, pour jouer au beach volley et donc gagner de l'argent, ou du moins la meilleure manière de gagner de l'argent, il faut vraiment avoir quelqu'un avec vous, votre binôme. Donc ça, c'est hyper improbable comme type de mécanique, et c'est finalement pas si mal fait en fait, parce qu'on a cette partie-là se joue où vous pouvez acheter la journée dans le Zack of All Trade, le magasin qui propose un petit peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez acheter des objets, mais vous pouvez acheter aussi des ballons, des accessoires, des tenues, des nœuds, tout un tas de trucs. Et ça, vous allez du coup les utiliser et les offrir le soir à l'hôtel directement par, on va dire, livreur interposé. Qu'est-ce qui va être aussi extrêmement bien fichu et qui va faire les vacances? Évidemment, ils sont là, la plage aussi. Mais en fait, il y a un élément hyper kitsch qui va rentrer en jeu, qu'il ne faut pas négliger, c'est toute la partie, on va dire, musicale. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec déjà 2 éléments, et dont un qui n'était possible que sur Xbox, c'est le fait déjà de pouvoir intégrer ses propres playlists. Ça, c'est un truc hyper cool, hyper sympa, et c'est un des gros points forts en fait de la Xbox dans tous les cas.
de pouvoir avoir vos propres musiques, vous gérez tout ce que vous voulez là-dessus. Les joueurs Xbox y sont habitués, mais pour l'époque, c'est vraiment novateur. Et moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais des CD, mon père a une bibliothèque de CD, une médiathèque de CD de dingue. Des potes peuvent te prêter des CD. En fait, tu te les copies sur le disque dur de ta Xbox, t'as finalement ton Media Center local, quoi. Et ensuite, on a une sélection de musique de l'époque qui sonne les vacances. Vraiment, vraiment, vraiment un truc de fou. Et vous allez avoir du coup par exemple des musiques de Christina Aguilera, vous allez avoir des Spice Girls, vous allez avoir du Bob Marley qui passe hyper bien. Ou même depuis le générique, la musique est extrêmement bien choisie et pose le ton directement. C'est la chanson Oh Crazy Are You de Meja, qui a fait un ou deux titres connus. Ça pose le décor et c'est hyper bien choisi. Et plus improbable, j'y ai découvert un de mes artistes favoris, c'est George Duke, qui est un pianiste extrêmement célèbre des années, je dirais 70, 80, 90, qui a fait des tubes de fou furieux, des compositions de dingue, autant au niveau technique que sur le niveau composition. Et on le retrouve dans ce Dead or Alive Extreme Beach Volleyball avec son album qui a plutôt des influences type brésilienne, donc assez différent des autres qu'il a fait. Pareil, ça passe hyper bien. Et pour ceux qui se demanderaient, tiens, c'est qui celui-là, accessoirement, prenez le titre par exemple Digital Love de Daft Punk. En fait, lui, il l'a composé en 79, ça s'appelle I Love You More, et vous allez sur YouTube ou Spotify ou votre lecteur de musique, cherchez I Love You More de George Duke, vous allez reconnaître tout de suite les 10 premières secondes, c'est ce que Daft Punk a réutilisé pour son propre titre. Et bonsoir, c'est le Ace du montage qui est en train de faire le mixage, et du coup, je me permets d'intervenir dans ce podcast. C'est pour ça que vous n'entendez aucune musique de l'OSC de Dead or Alive Extreme Beach Volley, parce que, comme c'est des musiques non libres de droit, on se prendrait un DMCA. À la place, je vous ai mis l'OSC de Dead or Alive 3 sur Xbox. Voilà, je suis sympa, je reste cohérent. Voilà, à toi, Brad. Donc on se retrouve avec une playlist éclectique, mais qui sonne vacances, qui aujourd'hui sonne kitsch à mourir pour certains titres, mais justement, ce sont les années 2000, on peut pas mieux se replonger là-dedans que avec ce type de BO. Franchement, c'est très très bien fichu. Et du coup, tout ça, ça nous crée une ambiance hyper agréable, qui est très très appropriée dans le lot. Et c'est pas fini. Parce que du coup, moi rien que ça suffisait. Sauf qu'en fait, je pense que Mugen me rejoindra là-dessus. On a toute une partie qui va se passer le soir. Et là, du coup, c'est accès au casino. Et là, sur le casino, vous allez vous retrouver... c'est trop bien, parce que là, du coup, vous avez carrément un jeu de casino dans un jeu de beach volleyball qui en est un sans en être un exactement, tout en étant dans l'univers de Dead or Alive. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un jeu en 3D hyper bien fichu. Vous allez vous retrouver avec les protagonistes qui sont signalés autour de la table avec leur petite bulle d'avatar. Vous retrouvez leur voix, donc ça c'est pour les habitués de Dead or Alive, c'est hyper familier, hyper agréable. En fait, on est en terrain connu, quoi. C'est vraiment cool. Et là, vous allez vous retrouver avec des jeux, de blackjack, de poker, de roulette. De mémoire, je crois qu'il y a aussi des machines à sous. Et concrètement, on peut y passer des heures folles, hein, parce que n'oubliez pas que typiquement un jeu de poker, ça peut être un jeu à part entière, quoi. Hein, donc c'est un jeu dans le jeu qui rajoute toute une dimension supplémentaire. Donc ça, vraiment trop cool. Je compte même pas le nombre d'heures que j'ai pu passer sur le jeu à l'époque. Même son épisode 2 sur 360 qui est sorti après. Et les heures du coup sur le casino notamment. Donc vraiment hyper sympa. Vous avez du coup en petite anecdote, vous avez Zach, le personnage qui est doublé par Dennis Rodman, qui est une légende de la NBA. On peut mettre aussi les voix japonaises. Enfin vraiment très très sympa. Une petite partie qui fera plaisir à Pedro, je pense qu'on en a déjà discuté. Il y a eu pas mal de polémiques puis des actions en justice du coup de Tecmo pour les modifications. Typiquement, tout jeu intègre souvent des mods et ainsi de suite. Forcément, sur un type de jeu comme ça, vous vous doutez très très bien le type de mode qui puisse exister, qui fonctionne très bien sûr. Donc forcément à ne pas recommander aux plus jeunes. Mais
on en arrive à des dérives complètement dingues, qui d'ailleurs me fait penser, je me demande si c'est pas une des raisons, justement, le type de mode comme ça, une des raisons pour laquelle officiellement on ne peut pas copier Dead or Alive Extreme 2 sur 360, on ne peut pas le copier sur son disque dur pour le lancer. Donc j'ai pas effectué de recherche au préalable, mais ça se trouve, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit côté éviter les hacks et modifications de sauvegarde ou de fichiers du disque dur pour éviter certaines dérives. Donc, moi, franchement, c'est un jeu, il paraît naze, mais en fait, quand on est fan de Dead or Alive, parce que c'est un des meilleurs jeux de combat, si ce n'est pour moi le meilleur même, qu'a détrôné dans mon cœur, on va dire Street Fighter, on connaît tous les personnages, on en a des nouveaux, typiquement moi Lisa, j'avais pas le souvenir de l'avoir vu avant. C'est hyper sympa, on est dans un environnement totalement connu, on est dans le fanservice à 200%, visuellement c'est hyper canon, c'est hyper cohérent, le beach volley qui a l'air bidon en fait il est très très bien, le casino qu'on n'a pas vu venir il est top, et on va se retrouver en fait finalement à jouer, être pris dans l'engrenage, collectionner les maillots, collectionner les parties, avoir un maximum de sous. Non franchement c'est un jeu qui paye pas de mine, mais quand on dit un jeu qui sent bon les vacances, bah pour moi c'était celui-ci qui m'est venu à l'esprit instantanément, et en fait sa jaquette ne renvoie que des vacances, le jeu aussi, la musique aussi. Donc si vous ne l'avez pas fait à l'époque, je vous invite à le découvrir, franchement très très bon jeu dans son genre complètement atypique, complètement délirant quoi. Bon alors je vous propose de passer la parole à quelqu'un d'autre, peut-être que HKR t'as un avis sur le sujet. Et oui, comme beaucoup de monde, je me suis essayé à ce jeu. Et je pense que je vais être moins enthousiaste que mes confrères. J'aime beaucoup la série Dead or Alive. Je trouve que c'est un très très bon jeu de combat. Au-delà des sujets et des polémiques sur la plastique de ces personnages et de ces systèmes de DLC qui n'ont aucun sens. Le jeu derrière est très bon. Voilà, c'est un des jeux de combat 3D sur lesquels j'ai continué à pratiquer et à jouer. C'est un des rares d'ailleurs. Mais j'étais toujours resté assez loin de Extreme Beach Volley. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer fin de vie de la Xbox. Alors c'était pas chez moi, c'était un copain qui l'avait, puisque moi j'avais pas de Xbox. Et j'avoue avoir beaucoup de mal avec ce jeu. Encore une fois, on va complètement oublier le côté cosmétique avec les filles en bikini et ce côté-là. Je vais vraiment m'attacher au côté gameplay, parce que c'est ça, moi, qui m'a un peu gêné. On va s'attaquer tout de suite à la partie beach volley, qui est pas dégueulasse, et qui est quand même pas fou. Voilà. Moi, j'avais Beach Spiker, je crois, sur GameCube, qui est uniquement un jeu de volley, enfin de beach volley. C'était la mode à l'époque, que je trouvais beaucoup plus travaillé, beaucoup plus profond dans le gameplay. Très sympa, arcade, en mode Sega, ce qu'ils savaient nous faire de bon à l'époque. Donc voilà, ok, le beach volley, c'est amusant, 5 minutes, mais c'est pas fou, quoi. Et malheureusement, quand on va au-delà du beach volley, les autres mini-jeux, c'est encore plus light, quoi. C'est-à-dire que c'est assez peu profond, ça va être du QTE. Tu passes plus de temps finalement dans les chargements qu'à jouer réellement. Bon, ok, vous allez me dire, l'intérêt c'est aussi de reluquer les filles, profiter de l'ambiance estivale. Ok, certes, je l'entends, quand on le lance, c'est aussi pour ça. On va avoir toute la partie de progression avec gagner de l'argent pour essayer de débloquer, d'acheter des objets. Je trouve que cette boucle, alors la boucle c'est quoi? C'est jouer au volley, après on va au casino, on gagne de l'argent, on utilise cet argent pour acheter des trucs, et puis on recommence jour après jour. Et bien, je trouve que ça avance peu, c'est long. Alors à l'époque j'avais pas pu aller forcément jusque là, puisqu'encore une fois j'avais juste joué un peu chez un copain, et je l'ai lancé il y a quelques années pour essayer, pour me faire une vraie idée de cette licence là que je connaissais pas. Et je me suis fait chier. Comme tout un chacun, j'aime bien reluquer les jolis plastiques, voilà. Mais une fois ça passé, ça avance doucement. J'ai un peu eu plus l'impression
d'une simulation de pachinko. Hein. C'était vraiment ce genre de jeu où on avance très doucement, même si là peut-être c'est pas le côté hasard de la chose, mais c'est finalement après 2 heures de jeu, tu as eu 10 minutes de gameplay, tu as eu 1h50 de regarder l'animation de la cinématique et du chargement ou du menu, et tu as gagné 3 maillots de bain. Voilà, j'ai vraiment pas réussi à tenir parce que ce jeu, finalement, c'est plus une démo technique qu'un vrai jeu complet, quoi. Encore une fois, on oublie complètement le côté fanservice, hein. On adhère, on n'adhère pas, on trouve ça dégradant pour la femme, ou au contraire, on est fan de filles en petite tenue, le sujet est pas là. Mais sur le fond, pour moi, c'est plus une coquille vide avec assez peu de choses à faire. Et soit, je pense, on arrive à se faire happer par la boucle de gameplay et la progression, et on va faire ça peut-être en mode chill, effectivement, et arriver à le prendre comme un jeu de l'été. Encore une fois, je pense que Brad a bien choisi son jeu. Soit, comme moi, ça va être un repoussoir, et très vite la manette va vous tomber des mains, quoi. Voilà, je pense que c'était intéressant aussi que vous ayez l'avis de quelqu'un qui n'a pas du tout réussi à rentrer dedans, puisque Brad, s'il l'a choisi, j'imagine que c'est qu'il l'a aimé, et je sais que Mugen y a aussi passé pas mal de temps. Donc voilà, une petite voix dissonante, hein. Vous avez l'habitude que ce soit moi, ce serait dommage que je ne le fasse pas. Je vous laisse, c'était ma dernière intervention dans ce podcast. C'était un plaisir, je vous souhaite un bon été et plein de bons jeux estivales. Allez, à plus! À mon tour de parler de DOA. D'ailleurs, Ace, si tu pouvais ne pas mettre la BO très kitsch, mais complètement soumise aux droits d'auteur, ça serait cool, sinon on va se prendre un nouveau strike sur Spotify. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser d'autres plateformes que Spotify, telles Apple Podcast ou Podcast Addict, hein. Et laisser des coms, des étoiles, c'est très apprécié. Allez, on revient à Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Pourquoi je voulais en parler déjà? Ah oui, la majorité des gens, quand ils voient le jeu de l'extérieur, c'est tout de suite « Oh, le jeu de pervers, c'est pour se rincer l'œil et tout », et c'est clair que l'emballage du jeu va dans ce sens. Mais, comme pour la version du jeu de combat, je le déplore aussi. Généralement, quand une licence mise sur la plastique de ses héroïnes pour vendre un produit, c'est qu'il n'y a rien d'autre derrière. Mais ici, c'est faux. Le jeu est une réussite technique. Se dire que ça tourne sur la première Xbox, c'est assez fou, hein. Si on écarte la partie plastique des héroïnes, le contenu du jeu est assez maigre, mais pas inintéressant. La partie volley est vraiment technique et maîtrisée, hein. Chacune des protagonistes a ses propres statistiques, force, défense, vitesse, endurance, avec ses propres timings de réussite. D'ailleurs, quand vous maîtrisez un petit peu le tir canon ou la réception de tir canon en frame perfect, le jeu vous octroiera du pognon supplémentaire pour acheter des cosmétiques à offrir. C'est pas mon focus, donc je vais pas m'étendre trop longtemps sur le jeu, mais le gameplay est beaucoup plus dense que ce qu'il laisse présager. De plus, lors de la partie soir de chaque journée, vous avez accès au casino. Et bordel, qu'est-ce que j'en ai passé du temps sur le Blackjack et les autres jeux du casino? Ça fonctionne très bien. Il manque peut-être un tuto un peu plus complet et des objectifs, mais en side game, moi j'en garde des bons souvenirs. D'ailleurs, ma sœur y a pas mal joué avec moi, et en particularité de la Xbox, vous pouviez ripper vos propres CD pour utiliser vos disques, et certains jeux comme Midden Madness, GTA, Dead or Alive Extreme Beach Volley vous permettaient de mettre l'OST que vous aviez rippé. Du coup, j'ai passé pas mal de temps sur le jeu en ayant remplacé toutes les musiques par l'intégrale d'Eminem. C'est un flow très étrange avec le recul, hein. Mais j'étais dans ma période rap US à un tel point que je me souviens encore de beaucoup de chansons de l'artiste. Bref, clairement un jeu qui vous ramène en été. Et petite breaking news qui se fait du coup sans script ou autre, puisque j'ai trouvé l'info cet après-midi. En Asie, il existait une version Blackjack Kazumi sur iOS. Alors Apple, les grands méchants, ont vite retiré le jeu. Il est considéré comme un lost media jusqu'en 2025. Parce qu'il y a quelqu'un, j'ai plus son nom, je suis désolé, qui a réussi à récupérer les sources et à recompiler le jeu pour Android et Windows. Les liens sont toujours dispo sur le net si vraiment ça vous intéresse. Je me débrouillerai pour le mettre en description, ou si vous passez sur le Discord, je pourrais vous l'envoyer. Et mes collègues ne sont pas au courant, donc on verra s'ils réécoutent les émissions après diffusion pour me dire « Bah attends, comment ça, t'as un jeu sur le Blackjack avec Kazumi et tu nous en as pas parlé ?» Bref, voilà, c'était le petit supplément. Et voilà, on se dirige vers la fin de l'épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Comme je vous l'ai dit le mois dernier, avec toutes nos obligations, on est en total roue libre, libérez les Weasley, mais on essaye de bricoler pour que les épisodes continuent de sortir en temps et en heure.
Merci pour votre présence et je vous dis à dans 2 semaines. C'était Mugen. Ciao.